Il est 18h ici à Rabat. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média TV. Au menu ce soir, l'invité culturel Mohamed Cyril Janjar, directeur adjoint de la Fondation du roi Abdelaziz El Saoud. Il nous parlera avec Hanan Farou du livre Hommage à feu Dr Mohamed Sijil Messi, Maroc Culture, Art et Mémoire. Dans le dossier du jour, Hanan Farou reçoit Bouchra Kadiri, directrice générale d'Urbacom, agence déléguée organisatrice de BTP Expo et Forum BTP. L'événement va ouvrir ses portes lundi prochain à la foire internationale de Casablanca. Mais on commence d'abord avec le journal de la rédaction. On voit ensemble les titres. À la une, cette attaque particulièrement meurtrière en Égypte, c'est un véritable carnage. Au moins 235 personnes ont été tuées aujourd'hui dans l'attaque d'une mosquée dans le nord du Sinaï. Une quarantaine d'hommes armés ont fait sauter une bombe puis ouvert le feu sur les fidèles. Le gouvernement égyptien a décrété 3 jours de deuil national. Et face aux attaques successives sur le sol égyptien, la politique sécuritaire du président Abdel Fattah al-Sisi est-elle efficace? Quelle sécurité dans les lieux de culte? Élément de réponse ce soir avec un analyste expert en questions sécuritaires. Et puis la lutte antiterroriste, justement, c'est aussi le cheval de bataille de plusieurs artistes à travers le monde. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal a organisé le festival hip-hop contre l'extrémisme. Il donne la parole à la jeunesse d'abord. Reportage dans ce journal. L'Égypte est une nouvelle fois meurtrie. Le pays a assisté aujourd'hui à l'attaque la plus meurtrière de son histoire récente. Au moins 235 personnes ont été tuées aujourd'hui dans l'attaque d'une mosquée dans le nord du Sinaï. Une quarantaine d'hommes armés ont fait sauter une bombe puis ouvert le feu sur les fidèles qui priaient dans la mosquée Ar-Raouda. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Plus de détails dans ce récit de Anissa. Horreur en Égypte. Des centaines de corps recouverts de couvertures à l'intérieur du lieu de culte. Cette mosquée du nord du Sinaï a été attaquée par des hommes armés. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées alors qu'elles participaient à la grande prière hebdomadaire. Cette attaque s'est produite dans le village de Bir el-Abed, à l'ouest d'El Arish, la capitale de la province du Nord Sinaï. Les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient des conscrits de l'armée. Cette mosquée se situe dans une région où les autorités combattent la branche égyptienne de Daesh. Depuis 2013 et la destitution par l'armée du président élu Mohamed Morsi, des groupes terroristes, dont Daesh, attaquent régulièrement les forces de sécurité égyptiennes dans le nord du Sinaï. De nombreux policiers et soldats, ainsi que des civils, ont été tués dans ces attaques. La chaîne d'information El Arabiya a déclaré que certains des fidèles étaient des musulmans soufis, considérés par Daesh et d'autres groupes terroristes comme des apostats. En février, les chrétiens d'El Arish avaient fui en masse après une série d'attaques violentes visant leur communauté. Les terroristes ont aussi décapité l'an dernier un chef soufi, l'accusant de pratiquer la magie et kidnapper plusieurs adeptes du soufisme. Le président Abdel Fattah al-Sisi a décrété 3 jours de deuil national. Il a également promis de répondre avec une force brutale à cette attaque meurtrière. L'Égypte combat le terrorisme dans la région au nom du monde entier et nous en payons le prix. Mais tout ce qui se passe est une tentative pour nous arrêter dans nos efforts, nous faire perdre notre volonté d'arrêter ces criminels. Mais cela n'arrivera pas. La présidence a convoqué une réunion du Conseil de sécurité égyptien en présence du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur et du chef des services secrets. Pour analyser le volet sécuritaire avec nous en direct, le colonel Hassan Saoud, expert en questions sécuritaires et chercheur associé à l'IRAS, l'Institut royal des études stratégiques. Bonsoir colonel Saoud. Bonsoir madame. Alors suite à ces attaques successives sur le sol égyptien, est-ce qu'on peut parler de défaillance sécuritaire en Égypte ? Permettez-moi, madame, d'abord de me joindre aux condoléances et à la compassion générale et à l'indignation exprimée à l'endroit de ce pays et de ce peuple arabe, africain et musulman, ami du Maroc. En ce qui concerne l'attentat d'aujourd'hui, nous sommes devant l'inédit. L'inédit sur le mode opératoire, sur les objectifs ciblés et un bilan catastrophique et horrible. Sur le mode opératoire, nous avons assisté à ce mode très combiné et bien planifié. Il associe évidemment l'explosion d'une bombe,
puis d'une attaque avec des lance-roquettes et des fusées automatiques, et ensuite une autre attaque par des véhicules pour s'attaquer aux fuyards. Voilà le visage atroce et horrible de cette nébuleuse qui a frappé ce pays ami. Pour ce qui est de l'objectif, l'objectif est évidemment religieux. Comme vous l'avez dit dans votre reportage, il s'attaque à une obédience soufie qui est un islam modéré, qu'il considère comme hérétique et sorcier. Et évidemment, le bilan qui est appelé à être révisé à la hausse correspondrait, à mon humble avis, à une vingtaine de raids aériens qu'on voit ici et ailleurs. Alors, colonel Hassan Saoud, comment peut-on sécuriser les lieux de culte en Égypte? Est-ce qu'il y a des stratégies particulières? Vous savez, jusqu'ici, cette nébuleuse ne ciblait pas les lieux de culte musulmans sunnites. Et donc, c'est de l'inédit. Et il va falloir inventer, évidemment, des stratégies pour se protéger, parce que c'est des lieux de rassemblement importants, confinés, et donc qui sont une cible où tout attentat produirait des effets catastrophiques. Alors, colonel Saoud, est-ce que cet attentat est synonyme d'un échec de la politique antiterroriste du président Abdel Fattah al-Sisi, surtout que vous avez parlé d'une attaque inédite dans le pays? Vous savez, le terrorisme est ingénieux. Il est très inventif et il choisit là où il y a un ventre mou d'un dispositif. Je pense que le travail des forces armées et de l'appareil sécuritaire a acculé l'organisation d'État islamique qui s'appelle désormais la Wilaya du Sinaï, ex-Ansar Beit al-Maqdis, a fait qu'ils réagissent de manière à trouver un objectif facile, et il va falloir être aussi inventif et s'adapter au mode opératoire nouveau du terrorisme. Alors, la présidence a décrété 3 jours de deuil national. Le président a convoqué une réunion du Conseil de sécurité en présence du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur et du chef des services secrets. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures sécuritaires plus rigoureuses dans le pays? Je pense que déjà le dispositif est lancé et il semblerait qu'il y a une alerte maximum et qu'il y aurait déjà des représailles, et il y aurait une quinzaine de morts si les informations sont exactes. Et donc le branle-bas de combat est déjà engagé, et je pense que la prochaine phase sera une phase de lutte générale contre cette nébuleuse dans le Sinaï, qui est jusqu'à présent quand même assez infectée et dont on n'arrive pas à venir à bout. Merci beaucoup, colonel Hassan Saoud, pour ce décryptage. La précédente attaque la plus meurtrière en Égypte remonte à octobre 2015. Souvenez-vous, un attentat à la bombe revendiqué par la branche égyptienne de Daesh a coûté la vie aux 224 occupants d'un avion russe après son décollage de Sharm el-Sheikh. Égyptiens face au terrorisme, les détails avec Fayrouz Bentalb. Avec cette dernière attaque perpétrée aujourd'hui sur la mosquée Ar-Rawda dans le nord Sinaï en Égypte, ayant fait au moins 235 morts, l'Égypte fait partie de la liste morbide de pays étant le plus visé par des attaques terroristes, le plus souvent revendiquées par Daesh. L'on se rappelle, en octobre 2015, le crash d'un appareil russe reliant Sharm el-Sheikh à Saint-Pétersbourg qui avait causé la mort de 224 personnes. L'attaque de l'Airbus A321 a été revendiquée par Daesh et représentait le deuxième avion à se crasher dans l'espace aérien égyptien en moins d'un an. En 2016, une puissante bombe avait explosé dimanche 11 décembre au matin dans la cathédrale copte orthodoxe du Caire. L'attentat avait fait plus de 25 morts et de nombreux blessés. Ce lieu visé par l'attaque était hautement symbolique, tant sur le plan religieux que politique, et était vénéré par les quelques 9 millions de Coptes d'Égypte et les 2 millions de la diaspora. Et puis cette année, 17 personnes ont trouvé la mort, policiers et civils, le lundi 9 janvier, dans des bombardements militaires dans le nord du Sinaï, près de la frontière avec Gaza.
Un kamikaze a foncé avec son camion chargé d'explosifs sur le barrage alors que des hommes ouvraient le feu sur les policiers. La guérilla dans le Sinaï avait commencé au lendemain de la destitution du président Mohamed Morsi en juillet 2013. La bataille s'est d'abord concentrée autour des tunnels reliant le Sinaï à Gaza. La plupart des tunnels détruits par l'armée. Les combats se sont poursuivis dans le nord Sinaï avec une multiplication d'attaques et d'attentats. Les réactions internationales se succèdent. Le président américain Donald Trump a dénoncé, je cite, l'attaque terroriste horrible et lâche perpétrée aujourd'hui en Égypte. Dans un communiqué, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, a condamné un crime horrible qui confirme que la vraie religion de l'islam est innocente par rapport à ceux qui épousent l'idéologie terroriste extrémiste. Le président russe Vladimir Poutine a, lui, évoqué une attaque frappante par sa cruauté et son cynisme. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déploré sur Twitter un ignoble attentat alors que son homologue britannique Boris Johnson s'est dit profondément attristé par cet acte barbare. Dans le dossier syrien, à présent, ce nouvel accord pour apaiser les tensions, l'opposition est parvenue aujourd'hui à Riyad à trouver un terrain d'entente pour l'envoi d'une délégation unifiée, une délégation pour les prochaines négociations à Genève avec le gouvernement sous l'égide de l'ONU. L'annonce de l'accord intervient au deuxième jour des pourparlers organisés sous l'égide de l'Arabie saoudite. Ils ont réuni quelques 140 représentants de l'opposition. Et on revient justement sur cet accord de l'opposition pour l'envoi d'une délégation unifiée à Genève le 18 novembre avec Gilles Doran-Soro, chercheur au Centre national de la recherche scientifique. L'unité de l'opposition syrienne reflète d'abord le fait que l'opposition syrienne a perdu la guerre sur le terrain. Et donc aujourd'hui, seule porte de sortie pour essayer de ne pas être écrasée politiquement. Aujourd'hui, l'opposition est trop marginale militairement pour avoir véritablement voix au chapitre. La question clé, c'est d'abord les équilibres entre l'Iran, la Russie, les États-Unis aussi. Et c'est donc là que va fondamentalement se jouer l'avenir de la Syrie. Le paradoxe des négociations telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est qu'il manque pour un règlement global deux choses. Premièrement, les États-Unis, qui contrôlent militairement la partie contrôlée par le PKK. Et deuxièmement, le deuxième interlocuteur qui manque, c'est le PKK lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les négociations ne réunissent pas l'ensemble des acteurs. Et curieusement, c'est les acteurs qui sont absents, notamment les États-Unis, qui très largement détiennent la clé. Un retrait des États-Unis redessinerait totalement la carte politique syrienne. Cap sur l'Afrique, la situation sécuritaire au Mali est toujours incertaine. Au moins 3 casques bleus de l'ONU et un militaire malien ont péri aujourd'hui. C'était dans une attaque dans le nord-est du pays. Plusieurs assaillants ont également été tués et d'autres blessés, selon la mission des Nations Unies, la MINUSMA. Les précisions de Mohamed Danyoko. Au Maroc, les fidèles ont perpétué la tradition du prophète Sidna Mohamed à chaque fois que les précipitations se font rares. Sur ordre du roi Mohamed VI Amir al-Mouminin, des prières rogatoires ont été accomplies ce vendredi matin à la mosquée Hassan à Rabat en présence du prince héritier Moulay el-Hassan. Dans un climat de recueillement, les fidèles, dont des enfants, des élèves d'école coranique et aussi des étudiants de l'Institut Mohamed VI de formation des imams, prédicateurs et prédicatrices se sont dirigés vers la mosquée Hassan, élevant des prières au Tout-Puissant, l'implorant de répandre ses bienfaits, ses pluies et sa miséricorde sur le royaume. On quitte l'Afrique du Nord pour l'Afrique australe. C'est un jour historique pour le Zimbabwe. Le pays entame une nouvelle page de son histoire. Après 37 ans de règne de Robert Mugabe, le nouveau président Emmerson Mnangagwa s'est engagé aujourd'hui à relancer son économie anéantie et à combattre la corruption. Le nouveau chef de l'État a prêté serment devant plusieurs dizaines de milliers de partisans, des partisans massés dans un stade de la banlieue de la capitale Harare. Anissa Hara. Emmerson Mnangagwa a longtemps attendu son heure. Il a été investi président du Zimbabwe ce vendredi lors d'une cérémonie grandiose dans le plus grand stade de la capitale, Harare.
La cérémonie a commencé par sa prestation de serment sous les acclamations de dizaines de milliers de personnes. Je jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe. À 75 ans, cet ancien bras droit de Robert Mugabe vient enfin d'atteindre son but, succéder au maître jusque-là incontesté du Zimbabwe. Il y a seulement 2 semaines, sa carrière politique semblait irrémédiablement brisée. Victime des ambitions politiques de la première dame Grace Mugabe, ce cacique du régime était sèchement limogé de la vice-présidence du pays, perdant son statut de dauphin naturel du chef de l'État. Celui que l'on surnomme le crocodile a commencé par rendre un hommage appuyé à Robert Mugabe, le qualifiant de père de la nation et saluant son action à la tête du pays. Il n'a toutefois pas attendu pour lancer ses premières promesses à la nation et se démarquer de l'ancien président en s'engageant à réduire la pauvreté de tous et à combattre la corruption. Emmerson Mnangagwa hérite néanmoins d'un pays ruiné et d'une population avide de réformes. Son premier défi sera de relever une économie à genoux, où 90% de la population est officiellement au chômage. Et on revient maintenant sur la principale information de ce journal, l'attentat meurtrier qui a eu lieu ce matin au Caire. Et pour en parler, on joint en direct le correspondant de Média Radio, François. Justement, François Hume, bonsoir. Bonsoir. D'abord, quelles sont les dernières informations sur l'attaque meurtrière au Sinaï ? Alors tout d'abord, un bilan très élevé, au moins 235 morts. C'est un carnage, une horreur. Après la série d'attaques contre les églises coptes cette année, c'est aujourd'hui une mosquée qui a été visée. Le jour de la prière du vendredi, des centaines de fidèles étaient présents. Le bilan est donc effroyable. C'est la pire attaque terroriste que l'Égypte a jamais connue. Les faits, des hommes en armes ont fait exploser une ou plusieurs bombes à l'extérieur du lieu de culte pour créer la panique. Ensuite, 3 assaillants sont entrés dans la mosquée, connue pour être fréquentée par des soufis. Ils ont refermé la porte et ont commencé à tirer à vue à l'arme automatique. Ceux qui ont réussi à s'enfuir ont été également la cible de tirs à l'extérieur. Même les ambulances venues en secours ont été visées par des tirs. Les télévisions d'État aujourd'hui montraient des dizaines de corps enroulés dans des couvertures, alignés sur les tapis de la mosquée au mur blanc. Aucun groupe n'a pour le moment revendiqué cette attaque. Les soupçons se portent cependant sur l'État islamique. Et face à l'effroi, devant un bilan très lourd, le président égyptien a choisi de montrer les muscles et promet, je cite, une réponse brutale. Les forces armées et la police vengeront nos martyrs, a-t-il dit. Une réaction cependant que les Égyptiens ont entendue trop souvent cette année. Le président égyptien avait fait de la lutte contre le terrorisme son combat premier. Merci beaucoup François Hume, correspondant de Média Radio au Caire. Merci pour cet éclairage. On revient vers vous dans nos prochaines éditions. Une note de culture dans cette édition, justement, le Sénégal a organisé le festival hip-hop appelé Voice for Soul. C'est l'art de combattre la radicalisation en donnant la parole à la jeunesse, suivant le récit d'Amadou Sabarba. De la musique, de la danse pour véhiculer des messages aux dirigeants politiques, mais aussi pour dénoncer des faits de la société. La culture hip-hop parle avec le monde, entrer dans la maison. À travers cet art populaire, on sensibilise les jeunes au radicalisme. Le festival est vraiment sympa. Nous sommes tous heureux de nous voir et de nous inspirer les uns les autres. C'était dur, mais maintenant c'est bon, surtout à cause des rappeurs comme Fou Malade. Ces participants venus du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie et de la Mauritanie estiment que la voix de la jeunesse doit être entendue face au radicalisme. Ils ont des idées radicales, ça veut dire qu'ils contestent le pouvoir, ils contestent ce qui existe parce qu'ils pensent qu'il y a une autre manière de faire les choses. Ça les amène aussi à une créativité. Et si on peut guider cette créativité positivement, ça veut dire qu'on arrive peut-être à créer les centres avec les pop. Lors de cette journée de culture, des artistes du monde hip-hop sénégalais ont exprimé leur engagement à travers des couleurs musicales. Quand des jeunes ne travaillent pas, quand des jeunes sont exclus, quand des jeunes n'ont pas d'opportunités, mais bien sûr, ils peuvent se radicaliser. Mais les degrés de radicalisation et les manières de radicalisation ne sont pas les mêmes. Ici, beaucoup de jeunes ont pris les pirogues pour rejoindre l'Europe.
Le festival Voice for Two est à sa 3e édition. Les organisateurs espèrent développer ce rendez-vous culturel dans les pays de la sous-région dans les prochaines années. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le JT Éco, c'est dans un instant sur notre antenne. À tout de suite.